Eh bien, bonjour à tous. En ces temps de confinement, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. On se connaît déjà, j'ai lu récemment Guy de Maupassant, mais je ne me suis pas présenté moi personnellement. Donc, je m'appelle Fabrice Had, je suis acteur, comédien, j'habite à Liège depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé notamment avec Bully Lanners, j'ai pu apparaître dans un film avec Leonardo DiCaprio. Je fais beaucoup de théâtre et voilà, que dire, au plaisir de vous rencontrer peut-être. Eh bien, rebonjour, nous revoilà pour la lecture cette fois-ci d'extraits d'un petit livre formidable qui s'appelle Le Discours de Fabrice Caron. Voilà, eh bien, bon plaisir, c'est parti. Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Il laisse tomber ces quelques mots, comme ça, sans plus d'ornement, sans même me regarder, appliqué à se servir un verre de vin rouge qu'il vide dans la foulée. Le détachement, l'absence totale de solennité qu'il imprime à cette phrase empêche toute négociation. Débattre d'une telle proposition relève du superflu, voire du grotesque. J'ai beau chercher, je n'y décèle pas l'ombre d'une intonation interrogative. Son autorité naturelle ne s'encombre d'aucune question de volume sonore, de regard droit. Rien de très élaboré, hein, quelques mots, ça la toucherait beaucoup. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. C'est tout ce que je trouve à répondre. Ma sœur et ma mère reviennent de la cuisine à ce moment-là. Il ne manquait plus que ça pour me pourrir la soirée. Adrien, je te sers? Tu aimes le poivron? Je n'arrive jamais à me souvenir. Non, Sophie, je n'aime pas le poivron, j'ai toujours détesté ça. Tu n'as jamais su quel était mes goûts, Sophie. Jamais tu ne t'es demandé ce qui m'intéressait réellement, ce qui me passionnait. Pour mon anniversaire, tu m'as toujours offert des encyclopédies. Des encyclopédies. De 8 à 40 ans, chaque année, à chacun de mes anniversaires. Une encyclopédie. Fais le compte, Sophie. 32 encyclopédies. 32. Avec toujours la même phrase d'accompagnement. Tiens, frérot, bon anniversaire. Avec toi, c'est facile. Tu adores lire. Un livre et on sait que tu es content. C'est pas comme avec maman. Elle, je sais jamais quoi lui acheter. Elle, c'est difficile de lui faire plaisir. Je les ai toutes eues, toutes. Des encyclopédies sur le système solaire, l'univers, les oiseaux, les insectes, le football, le Moyen-Âge, les primates, les félins, l'Égypte, les instruments de musique, les grottes, les fleurs, les chevaux, les montagnes de France, le ski. J'ai même eu 2 fois l'encyclopédie sur la préhistoire, à 15 ans et à 22 ans. Quand Internet a fait son apparition, je me suis dit, non, elle va quand même pas oser. Pas à l'ère du numérique, pas maintenant qu'il suffit d'un clic pour obtenir la moindre information sur n'importe quel sujet. Mais si, encyclopédie, comme une sorte de running gag, mais un running gag qui ne serait pas destiné à faire rire. Pourquoi des encyclopédies? En 32 ans, tu imagines bien que j'ai eu le temps de me poser la question, je cherche encore la réponse. Inutile de te dire que je n'ai jamais ouvert une seule de ces encyclopédies. Sauf peut-être la première. À la deuxième, déjà, intuitivement, je savais que c'était plié. J'avais compris que désormais, mes anniversaires ne t'empêcheraient pas de dormir. Chaque année, je les rangeais dans ma bibliothèque où elles finiraient paisiblement leur vie sans jamais voir le jour. J'aurais pu m'en débarrasser, les jeter, les donner au secours populaire, les offrir à mon tour ou les revendre sur eBay. Mais c'était risqué. Même si tu n'es pas souvent venu chez moi, chaque fois, tu ne manquais jamais de jeter un œil distrait à la bibliothèque, comme pour t'assurer que j'étais toujours féru d'encyclopédies. De fait, quand je savais que tu venais, je les plaçais bien en vue, dans le coin spécial encyclopédie, comme on s'applique à porter le pull qui gratte que la grand-tante nous a offert lorsqu'on va la voir. Quand quelqu'un venait chez moi, il finissait toujours par s'approcher de la bibliothèque. Tiens, tu t'intéresses aux encyclopédies. Et eux aussi, à la moindre occasion, m'offraient une encyclopédie.
Grâce à toi, Sophie, j'ai été promu passionné d'encyclopédie. On m'a imposé une passion que je n'ai jamais osé démentir. Comme je n'ai jamais démenti le moindre malentendu me concernant, tout autant par lâcheté que par paresse. À mon ancien boulot, tout le monde m'appelait Aurélien, pendant 2 ans, sans que j'ose rectifier. Alors tu vois, on n'est plus à ça près. Aurélien, passionné d'encyclopédie, ça ou autre chose, qu'importe. La réalité ne vaut pas suffisamment la peine pour que je m'échine à la faire exister. Non merci, Sophie. Pas de poivron. Je n'aime pas le poivron. Bah oui, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est le poivron que tu n'aimes pas. Je sais jamais si c'est le poivron ou le concombre. C'est pourtant facile à retenir, Sophie. Le poivron et les encyclopédies. Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien. Bisous. Je m'étais promis de ne pas lui écrire. Par une sorte de théorie qui veut que l'absence renforce la présence, qu'il faut nourrir la cristallisation comme on nourrit un animal de compagnie. Créer le manque, laisser le champ libre au mystère. Que fait-il? Où est-il en ce moment? M'a-t-il déjà oublié? Ce n'est peut-être pas le bon choix. Pourquoi l'ai-je quitté? Au fond, avais-je une bonne raison de le faire? Suis-je vraiment plus heureuse maintenant, mon Adrien, mon tendre Adrien? Mais j'avais craqué, comme un alcoolique abstinent depuis 2 jours qui se dit qu'après tout, une petite goutte ne peut pas lui faire de mal. J'ai envoyé un message à 17h24, juste avant de partir, et il a été lu à 17h56. Quand j'ai découvert qu'elle était en train de le lire, j'ai été transporté par une joie irrationnelle de celle qui accompagne les nouveaux départs. Un souffle de renouveau a fouetté mon visage. Elle lit mon message. Elle a eu cette envie-là, cet élan. Elle a voulu savoir ce que je lui écrivais. Je ne lui suis pas indifférent. Tout allait recommencer comme avant. Mais les minutes passant, la perspective d'avoir une réponse instantanée s'éloignait dangereusement et il m'apparaissait peu à peu que c'était le ton même de mon message qui était la cause de ce silence. Je l'avais voulu détacher léger d'une brièveté exemplaire pour ne pas l'effrayer, ne pas la faire fuir, ne pas laisser transparaître le moindre signe d'attente et surtout pas l'ombre d'un ressentiment ou d'une rancœur quelconque. Je voulais que ce message dise « Tout va bien, si tu as besoin de moi, je suis là ». Mais peut-être sa légèreté excessive n'appelait-elle pas de réponse particulière. Peut-être n'est-elle tout simplement pas en mesure de me répondre. Quelle activité, à 17h56, justifie qu'on soit dans l'incapacité de répondre à un message? Peut-être était-elle en voiture en ce moment-là. Elle a attrapé son portable posé sur le siège passager, a commencé à écrire un simple mot « Je conduis, je te réponds dès que je rentre, je t'embrasse ». Et l'attention tout à son écran n'a vu qu'au dernier moment, le père et son fils à vélo sur le bord de la route, tous deux affublés d'un casque et d'un gilet fluo, elle a donné un coup de volant réflexe et a percuté de plein fouet la voiture qui arrivait en face. Elle est à l'hôpital. Rien de grave, hein. Quelques contusions, les cervicales, une semaine de minerve, et tout devrait rentrer dans l'ordre. Elle veut me prévenir, mais son portable est resté dans la chambre avec ses affaires. Elle demande à l'infirmière, une grande rousse, un peu forte, aux petits yeux bleus type allemand, bien qu'il y ait écrit Nathalie sur son badge. Elle demande à Nathalie si elle pourrait avoir son portable. Lui répond Nathalie, d'un ton qui se veut maternel, mais qui ne parvient pas à dissimuler une ferme autorité naturelle. Les examens d'abord. Ne vous inquiétez pas, on vous ramène dans la chambre immédiatement. Après, vous aurez le temps de lui écrire à votre amoureux. On ne plaisante pas avec Nathalie. Les enfants de Nathalie savent que s'ils renversent du lait et des cornflakes sur la table du petit déjeuner, ils doivent, sans mots, aller chercher l'éponge dans l'évier pour nettoyer. Nathalie leur a enseigné ça. Il existe des règles. Ce n'est pas aux autres de réparer nos bêtises. La vie est une jungle, les enfants. On est seul, on vit seul, on meurt seul. Personne ne nettoiera le lait au cornflakes à votre place. Aussitôt les examens terminés, Sonia
aura été prise dans le flot de l'administratif hospitalier, les papiers à remplir, la pharmacie, et puis peut-être sa mère a appelé pour la rassurer. Et puis elle s'est dit, j'appellerai Adrien plus tard. Je ne vais pas l'inquiéter avec ça, mon Adrien, mon tendre Adrien. Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Peut-être ai-je mal perçu le ton de la requête. Peut-être n'était-ce au fond qu'une simple demande de service que j'ai prise un peu vite pour une injonction sans discussion possible. Après tout, il me suffit de lui dire, le plus simplement du monde. Ludo, écoute, je le sens pas. C'est une très bonne idée cette histoire de discours, indéniablement. C'est même un honneur que tu me fais pour votre mariage. Ça me touche beaucoup, mais tu sais, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge. Je ne pense pas être la personne la plus apte à m'acquitter de cette mission. Voilà. J'attendrai que ma sœur s'absente à nouveau et je lui dirai. C'est pas si compliqué après tout. Moins compliqué par exemple que de rédiger un message sobre et léger qui appelle une réponse à 17h56. Et je réalise tout à coup l'incongruité de ma ponctuation. Pourquoi un point d'exclamation à la fin de bisous? Pourquoi cet emballement soudain? Ce point d'exclamation délivre un message inverse à celui souhaité. Ce point d'exclamation est une demande, une supplique, un cri de douleur. Il mendie une réponse, il quémande de l'amour. C'est de la ponctuation de genoux à terre. Il hurle, Sonia, bordel, qu'est-ce que tu fous? Réponds-moi! Tu ne vois pas que je suis malade de chagrin, que je n'y arrive pas sans toi, que tout est vide et fade, sans le moindre sens. Il se veut festif et léger, mais il n'est que larmoyant et inquiet. Un message parfait de sobriété gâché au tout dernier moment, dans le tout dernier mètre. Pourquoi ne pas m'être contenté d'un simple point? Un point final, dans toute sa splendeur, au sommet de son art, qui conclut dignement une merveilleuse histoire d'amour et part sans se retourner, princier, un point serein, mesuré au flegme britannique, un point qui n'attend rien en retour que le bonheur de l'autre, mais qui le laisse en réalité dans un vide abyssal. Derrière un point final, on n'a qu'une seule envie, c'est que rien ne finisse. Et j'envisage une seconde de lui envoyer un erratum. Oups, désolé, mon portable a un problème, il met des points d'exclamation au lieu de points finaux. Bisous. Point final. J'ai besoin d'une pause. Voilà ce qu'elle m'avait annoncé un soir. Il y a exactement 38 jours, sans préambule, sans autre explication ni justification, débrouille-toi avec ça. Elle n'avait pas trouvé nécessaire d'en dire plus. Comme si on savait très bien, elle et moi, ce qui justifiait ce besoin de pause, comme si toute forme d'explication était superflue, car cette pause était l'aboutissement naturel d'un processus qu'on avait perçu tous les deux, sauf que non. Je n'avais rien vu venir. La brutalité du message, autant que sa formulation lapidaire, m'avait giflé. Dans la vraie vie, on ne dit pas « j'ai besoin d'une pause ». Ça ne se fait pas. Ce n'est pas inscrit dans les codes sociaux. Lorsqu'on est invité à un repas, par exemple, on ne se lève pas soudain en disant « j'ai besoin d'une pause ». On ne prend pas son impair dans le vestibule et on ne claque pas la porte sans autre explication ni justification que « j'ai besoin d'une pause ». Non, on dit par exemple « je suis désolé, ma mère a fait un AVC, je suis très inquiet, je dois vous quitter ». Ou bien « je suis désolé, je suis végane, ne supporte pas la vue de ce gigot et de manière générale tout ce qui rappelle la souffrance animale. Ce n'est pas contre vous, je suis hypersensible, excusez-moi. » Voilà. On ne dit pas « j'ai besoin d'une pause », sans rien derrière, sans rien autour. Pourquoi le couple, fût-il dans une passe délicate, ne requérait-il pas les mêmes règles de bienséance qu'un repas chez des amis amateurs de gigot? Qu'est-ce que j'ai fait pour susciter un besoin de pause aussi pressant et abrupt? Depuis 38 jours tourne en boucle une somme d'hypothèses et je me repasse le film de nos derniers mois. À quel moment a-t-elle basculé en mode pause? Qu'ai-je fait de particulièrement posifère?
Peut-être tout simplement m'être laissé aller à être moi. Peut-être ne faut-il jamais être soi dans l'intimité si l'on veut qu'une relation dure comme au premier jour. Persévérer à exhiber l'appartement témoin contre vents et marées, se contenter de montrer la vitrine. Le jour où l'on ouvre la porte de l'arrière-boutique, on crée un appel d'air et tout s'envole comme un tas de feuilles posées sur un bureau. Les avantages du chauffage au sol. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre sujet à aborder que ça? Les avantages du chauffage au sol? Tu crois vraiment qu'on est obligé de parler des avantages du chauffage au sol, Sophie? Avec tout ce qui se passe dans le monde, les attentats, les conflits, la menace nucléaire, alors que j'ai mis un point d'exclamation à la fin de bisous, on frôle l'obscénité. Pourquoi me parler de ça à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu irais parler de chauffage au sol aux sinistrés d'un cyclone en Haïti, à des migrants bloqués à Calais? Ça change quoi que le chauffage soit au sol, au plafond, au mur, derrière la mairie, à la cave? Ça change quoi à la marche du monde? Tu crois que si ton chauffage était, allez, restons bêtement conventionnels, au mur, derrière le canapé, à côté de la commode, le sujet mériterait moins d'être abordé? Et pourquoi cette discussion est-elle aussi longue? Je ne soupçonnais pas qu'il puisse exister autant de mots dans la langue française qui soient associés au chauffage au sol. Ce que j'en pense. Ludo me demande ce que j'en pense, comme pour me faire participer. Comme on passe le ballon au petit gros parce que le prof de sport nous y oblige, parce que l'important c'est le collectif. On est là pour apprendre le collectif, les gars. Ici, on oublie l'individuel. L'important n'est pas de gagner, non, l'important c'est que chacun trouve sa place et se sente utile, comme le colibri fait des allers-retours pour éteindre l'incendie. Adrien est comme vous et moi, il a le droit au ballon. Il n'en fera pas les prouesses, mais ce soir, il se couchera en se disant qu'on lui a passé le ballon. C'est pas rien ça, les gars. Tu veux savoir ce que j'en pense? J'en pense que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut lire un message à 17h56 et ne pas y répondre. Il y a quelque chose qui s'appelle la politesse. Tu as entendu parler de ça, Sonia? La politesse, le besoin de pause autorise-t-il à faire fi de toutes les règles de bienséance? Est-on exempté de savoir-vivre dès lors qu'on se décrète en pause? Le respect, Sonia, le respect, rien que ça. Je ne m'en dis pas grand-chose de plus. À moins qu'elle ait un problème de chargeur. Sonia a toujours des problèmes de chargeur. Elle passe son temps à chercher son chargeur comme d'autres cherchent leurs lunettes. T'as regardé dans le tiroir de la table de chevet, dans ton sac à main, sur le chauffage? Le chauffage au sol? Je sais pas, Ludo. Franchement, je ne sais pas ce que j'en pense. Il y a probablement des enjeux économiques majeurs derrière le concept de chauffage au sol, mais je ne maîtrise pas assez le dossier pour me prononcer. Il faudrait que j'étudie ça de plus près, que j'établisse des comparatifs, que je dresse un tableau Excel, qu'on me présente un PowerPoint détaillé, avantages, inconvénients, bilan carbone, retombées financières, impact sur les relations diplomatiques franco-chinoises. Je ne peux pas te répondre à la légère, Ludo. C'est un dossier trop sérieux pour l'expédier entre deux bouchées de gratin dauphinois et en même temps, j'y pense, si elle a eu assez de batterie pour lire mon message, si elle en avait assez pour me répondre. Ne serait-ce qu'un simple « je te réponds plus tard ». Madame Nathalie, je suis sûr que derrière ce regard bleu glacial, sous cette poitrine opulente, il y a un cœur qui bat. Laissez Sonia récupérer son portable dans la chambre, je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort. Non, on ne meurt pas des cervicales, je sais bien. Je ne parlais pas d'elle, je parlais de moi. On peut mourir de chagrin, d'amour. Madame Nathalie, je vous assure, pire, on peut se retrouver sur un canapé avec ses parents à regarder un gendarme courir derrière des filles nues, croyez-moi. Je prononcerai ce discours à une condition, Ludo. Une seule. Que tu arrêtes de faire grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais te tuer pour ça. Je pourrais tuer quelqu'un qui fait grincer sa fourchette. Non, Ludo, ce n'est pas la fourchette qu'on tire. La fourchette n'a pas à être déplacée. Son rôle est simplement d'être planté dans le morceau de viande. C'est sa raison d'être.
C'est le couteau qui effectue le mouvement, c'est lui qui coupe. La fourchette ne sert qu'à immobiliser le morceau de gigot pour permettre au couteau de couper sans que la tranche de gigot ne glisse sur l'assiette. On n'a pas besoin d'écrire des articles scientifiques pour comprendre ça. Il y a des codes, Ludo. Sinon c'est le bordel. 7 milliards de névrosés, de toqués, d'inadaptés, essayant de vivre ensemble, se faisant croire que c'est possible, qu'ils sont des êtres sociaux, qu'on ne tue pas pour un grincement de fourchette dans l'assiette, qu'on ne quitte pas son amoureux parce qu'il fait du bruit en buvant son café. Un jour tu te réveilles, Sonia, et tu ne supportes plus ça. Le bruit que fait l'autre en buvant son café, tu ne supportes plus son éternel t-shirt, toujours le même, celui qui t'émouvait tant. Le matin, tu ouvres la fenêtre de la chambre parce que l'odeur de l'autre t'indispose. Tu dis, j'ouvre, il fait un peu chaud. Alors qu'on est en novembre et qu'il fait -3 dehors. Un jour, un message de ton ami Laure à propos d'une vidéo de chat qui rate un canapé t'intéresse plus que l'homme que tu as en face de toi. La pause était déjà écrite dans tous ces petits signes que je n'ai pas su voir. Je suis en train de manger du gigot et du gratin dauphinois, alors que le fruit de mon tourment est ailleurs et qu'une fourchette menace à tout moment de grincer dans l'assiette, et la discussion ne porte même pas sur l'amour ou la poésie ou le sens de la vie. Non, on parle de chauffage au sol, de vacances en Sardaigne, de Jean-François, le fils du voisin, qui a fait construire. Tu entends ça, Adrien? Il a fait construire. Pour ma mère, le monde se divise en 3 catégories. Ceux qui ont un cancer, ceux qui font construire et ceux qui n'ont pas d'actualité particulière. Entre ces 2 stades, la construction et le cancer, pas grand-chose, une espèce de flottement, une parenthèse, un grand vide existentiel. Et chaque fois qu'elle cite quelqu'un qui a fait construire, c'est une façon de me dire, de manière détournée, toi, Adrien, tu n'as pas fait construire, tu es en location. Qu'est-ce qu'on a raté avec toi, Adrien? À quel moment tout ça a mal tourné? Et là, tu vois, Sonia, je suis pris d'une irrésistible envie de me lever, de quitter la table et de te rejoindre. Pourquoi attendre un message alors qu'il serait si simple que je te retrouve, que je débarque chez toi sans prévenir? Comment accueillerais-tu cet élan? Un aveu de faiblesse, une intrusion, une agression, un geste pathétique, héroïque, touchant, pitoyable? Je pars, je dois partir. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai un truc à régler. J'aurais adoré savoir quel artisan chauffagiste a choisi Jean-François pour sa chaudière. J'aurais adoré savoir si le bateau qui va vous emmener en Sardaigne est pourvu d'une piscine à bulles ou d'un bar à mojito. Mais là, vraiment, je ne peux pas rester, je suis désolé, c'est une urgence. Sauter dans ma voiture, démarrer en trombe, l'image passe en 16/9, gros grains noirs et blancs, les premiers jarmouches. Ma vitre est ouverte, je fume une cigarette, les cheveux au vent. Et la musique à fond, que je couvre de mon chant approximatif en yaourt, se gonfler de romanesque. Tu te souviens, Sonia? Mettre de la vie dans la vie, insuffler du romantisme dans tout. Je ne me lève pas, je ne chante pas en yaourt, cheveux au vent, l'image ne passe pas en 16/9 parce que je suis lâche, parce que Ludo a terminé son morceau de viande et parce que je ne veux pas lire dans tes yeux que quelque chose s'est détruit. Je préfère y croire encore un peu en écoutant la liste des gens qui ont fait construire. Bonsoir à tous. J'étais censé vous faire un petit discours, mais je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Je ne sais pas pourquoi Ludo m'a demandé ça à moi. Alors plutôt que de me lancer dans une tentative vouée à l'échec, je vais vous raconter un conte. L'histoire du petit tailleur de pierre. Voilà. Il était une fois un petit tailleur de pierre qui se plaignait en permanence de sa condition miséreuse du matin au soir. Il répétait qu'il en avait assez et qu'il rêvait d'être à la place du roi. Un jour, il croise la route d'un sage qui lui dit « D'accord, admettons que tu es le roi. » Mais un jour, le roi, à force de se pavaner au soleil, attrape une insolation et tombe gravement malade.
Tu préfères être le roi ou le soleil? Alors le tailleur de pierre lui répond, le soleil. Donc tu es le soleil. Mais un jour le soleil est masqué par un gros nuage et on ne le voit plus jamais. Tu préfères être le soleil ou le nuage? Le nuage, bien, tu es le nuage. Mais un jour le nuage passe derrière une énorme montagne et il disparaît à jamais. Tu préfères être le nuage ou la montagne? La montagne. Alors tu es la montagne, mais la montagne, heure après heure, jour après jour, année après année, se fait grignoter par le petit tailleur de pierre. Alors oui, je sais, mon histoire n'a rien à voir avec les mariés, elle m'est simplement revenue comme me revient ces derniers temps tout ce qui est lié à Sonia. Peut-être, mes chers amis, faut-il y voir une morale qui serait, plutôt que de se rêver à la place du roi, sachons apprécier le bonheur quand il est là, sous nos yeux, et qu'on ne voit pas toujours. C'est d'autant plus injuste que je le voyais, moi. J'en étais conscient du bonheur d'avoir Sonia à mes côtés tous les matins. Je n'avais pas besoin d'une pause pour le réaliser. Comprenez? Je ne méritais pas ça, pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour la faire partir? C'est pas possible, mon sang, on ne quitte pas les gens comme ça. Elle le voit dans quel état je suis. Je dois faire quoi pour la faire revenir? Vous avez une solution, vous? Si vous en avez une, je vous en supplie, dites-le moi. Je vous souhaite une bonne soirée.